Bonjour à tous, bienvenue au Design Spot pour notre nouvelle conférence et la dernière donc avant l'été. Alors cette conférence est donc les étapes clés de la création de marque avec Juliette Damoiselle. Bonjour Juliette. Bonjour Alors, Johan. alors, bienvenue au Design Spot. Nous sommes donc le centre de design de l'Université Paris-Saclay et nous organisons donc au fil de l'année un ensemble de conférences thématisées que vous pourrez retrouver en ligne sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Voilà, donc là, cette vidéo sera disponible voilà, dès demain. Je vous invite aussi à aller sur notre site pour vous enregistrer sur la newsletter pour avoir le nouveau programme qui débutera donc en début d'année prochaine, à peu près à partir du mois d'octobre. Voilà, donc bonjour Juliette. Bonjour. Merci d'être venue voilà, jusqu'à nous. Voilà, puis, comme on a l'habitude de collaborer ensemble, c'était bien que tu puisses justement témoigner de ton expérience, de ton expertise sur la création de marque et le partager avec l'ensemble du public de l'Université Paris-Saclay. Voilà, donc je vais te laisser la parole et puis ensuite on fera une pause à peu près à la moitié de ta présentation et à la fin de la présentation pour que donc, les participants puissent poser des questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur le chat et nous y répondrons. Donc Lorraine prendra les questions, nous les dira et puis moi aussi j'aurai des questions bien sûr à te poser. Voilà. Mais c'est à toi Juliette. Merci, n'hésite pas à m'interrompre, j'ai parfois pris l'habitude d'utiliser un lingo, un jargon horrible et incompréhensible, donc n'hésite pas à m'interrompre si je dis des choses absolument horribles et incompréhensibles. Moi en fait je suis designer, j'ai fait l'ENSI, je suis sortie il y a une vingtaine d'années. J'ai commencé dans le secteur automobile parce que je me disais que dans le secteur automobile le design devait être quelque chose de très stratégique. Moi je voulais faire de la partie stratégique du design, la partie la plus amont de la réflexion. Et ça m'a amené aussi à avoir l'opportunité de travailler beaucoup avec d'autres métiers. Comme souvent c'est le cas dans le design, on est un peu à l'interface des métiers. Mais notamment, j'ai beaucoup travaillé avec des équipes de marketing et j'ai beaucoup travaillé sur les marques. Si bien qu'aujourd'hui, c'est un petit peu devenu ma spécialité de designer les marques. Et on va voir un petit peu ce que ça implique et ce que ça veut dire. Et pour la petite anecdote, j'ai une fille qui a 12 ans et qui n'est toujours pas capable de dire ce que fait sa mère. Et elle m'a posé une question le jour parce qu'elle a commencé à comprendre 2-3 trucs. Elle m'a dit « Maman, où est-ce que je peux acheter une marque ?» Alors je dis « Comment ça, tu veux acheter une marque? Tu veux racheter une marque? Ça coûte très 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 cher. Hein. Si une marque, tu veux racheter Apple par exemple, ça va te coûter des milliards. » Ou alors tu peux déposer une marque. Alors si tu peux déposer une marque, tu peux la déposer à l'Institut national de la protection intellectuelle. Elle me dit non. En fait, tu sais, mon petit sac qui ressemble à un sac Prada, je voudrais un logo Prada pour mettre dessus. Je voudrais acheter un logo. Je lui dis, alors écoute, à part peut-être aux puces de Saint-Ouen, en contrebande, je pense que tu vas pas trouver acheter un logo Prada parce que ça s'appelle de la contrefaçon. Et donc, c'est un élément qui m'a fait sourire parce qu'effectivement, les marques, elles sont absolument partout autour de nous. En fait, on est même vraiment harcelés de marques autour de nous. Et finalement, peu de gens ont vraiment une idée de ce que c'est réellement de créer une marque, de ce qui se passe derrière. Donc aujourd'hui, on va un petit peu regarder justement le back-office, comment on s'y prend pour créer une marque. Et pourquoi à la fin on ne peut pas juste acheter un logo 3 € et le mettre sur un faux sac pour avoir un sac Prada. Et ça montre la force de la marque. Quoi. Ça montre exactement. D'ailleurs, le petit exemple que j'ai mis à l'écran, c'est un sac Balenciaga dont évidemment tous les spectateurs ont dit que c'était un sac Ikea, mais il coûte 2145 $. Donc effectivement, la marque, ça fait beaucoup. Et ça coûte cher de développer une marque et de développer une marque qui permet de rapporter vraiment de l'argent. Mais ça rapporte énormément et c'est un élément qui est en fait plus utile aussi qu'on ne peut le croire pour les consommateurs. On va voir un petit peu tout ça. Déjà, la première chose, c'est que le métier de création de marque, c'est un nom, ça s'appelle le branding. Alors parfois, les gens croient que le branding, c'est mettre des logos sur des t-shirts ou des parasols. Non, le branding, c'est vraiment l'action de créer une marque et c'est un métier, on va dire, qui va être pratiqué à la fois par des gens qui viennent du design, de la création graphique,
mais aussi des gens du marketing. Voilà, donc ils vont un petit peu se partager ce métier et qui travaillent généralement ensemble au développement d'une marque. Le marketing étant le client, on va dire, le décideur, et puis les créatifs étant à l'œuvre pour dessiner finalement ces marques. Alors je dis dessiner au sens vraiment très global, parce qu'on va voir que c'est vraiment pas du tout que du graphisme et que des logos, les marques. C'est tout un squelette à l'intérieur, tout un logiciel qui va diriger toutes les actions de la marque, toutes ses prises de parole. On va commencer par revenir un petit peu aux origines de ce que c'est qu'une marque, parce que finalement les marques elles ont existé avant même qu'on appelle ça des marques, parce que voilà, si vous étiez éleveur, vous aviez des moutons ou des vaches, vous les laissiez paître dans la nature, il fallait marquer son mouton ou sa vache. Alors maintenant on le fait à la peinture. Autrefois on brûlait les bêtes au fer chaud. Et ça, c'était déjà finalement apposer sa marque. C'est-à-dire s'assurer qu'on n'allait pas confondre son mouton avec le mouton du fermier voisin. Voilà, donc défendre quelque part son territoire, s'approprier son bien. Et là, on était déjà dans le fait de marquer. Et d'ailleurs, en anglais, le mot brand, ça vient du germanique brand ou brandern, qui signifie à la fois, qui est un terme qui a été dans l'histoire à la fois utilisé pour signifier la lame d'une épée et le tison. Et donc effectivement, cette idée, voilà, à la fois une dimension un petit peu guerrière, la marque elle est là pour imposer un territoire, mais aussi pour finalement le marquer au feu du tison. Alors heureusement on n'a pas marqué que des bêtes, les ébénistes par exemple marquaient les meubles qu'ils avaient créés, s'ils en étaient fiers, ils laissaient leur marque sur ce meuble pour finalement en avoir la paternité. Si vous vouliez authentifier une lettre, vous alliez apposer votre cachet, et tout ça finalement c'est un petit peu le début de l'histoire des marques. Et on s'aperçoit que finalement, du coup la marque elle est vraiment déjà dès l'origine un acte d'authentification, un acte qui va garantir la paternité et de fait aussi la qualité, c'est-à-dire que si quelqu'un qui a une bonne réputation signe un produit de sa marque, eh bien je peux me fier en fait finalement à la qualité que je vais recevoir. Ça permet aussi de défendre un territoire, de s'assurer que personne ne va s'arroger votre création, votre savoir-faire. Et puis pour les consommateurs ou les usagers ou les utilisateurs, selon les secteurs on n'utilise pas le même terme, c'est aussi un élément qui va devenir un signe d'appartenance, une façon de montrer, voilà, si on est plus Nike ou Adidas, ça dit des choses sur soi. Si on est capable d'arborer des marques très chères, ça dit quelque chose de votre réussite, par exemple. Et donc, les utilisateurs font aussi usage des marques dans leur propre schéma personnel. Alors après, on peut trouver que ça a du sens ou que ça n'en a pas, mais bon, je trouve qu'on ne devrait pas forcément juger les consommateurs qui aiment les marques et qui sont prêts à acheter des sacs juste parce qu'il y a la marque dessus, par exemple. Je pense que c'est humain. Oui, c'est un univers aussi, c'est son propre univers. On communique sur son propre univers intérieur, en fait, voilà, à travers les produits qu'on porte. On constitue et on communique sur son identité, finalement, sur qui on est à travers les marques auxquelles on s'associe. Donc, de ce point de vue, on va y revenir plus tard, on peut estimer que les marques forment aujourd'hui une forme de mythologie. Comme aujourd'hui, voilà, comme à l'époque grecque, on pouvait choisir d'aller plutôt au temple d'un dieu ou d'une déesse, et ça disait quelque chose sur ses propres obsessions, ses propres peurs, etc. Aujourd'hui, les marques, elles jouent aussi un petit peu oui, elles font référence aussi à la mythologie. Exactement, je vais en parler. Très bien. Alors, un petit détail, en fait, en français, on a le mot marque et on a le mot marketing. Donc, on se dit forcément que la marque, c'est le travail du marketing. Mais en fait, c'est un faux ami. Parce que marketing, en français, c'est la mercatique. Donc, la racine, c'est le mot marché. Donc, le marketing, ou la mercatique, c'est la science, c'est la connaissance, en fait, la science de l'offre et de la demande. Le marché, c'est l'endroit où se rencontrent l'offre et la demande. On marchait jusqu'au village voisin pour vendre sa production, ou on marchait jusqu'au village voisin pour acheter
des légumes par exemple, eh bien voilà, c'est la notion de marché, c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Et donc la science du marketing, c'est avant tout ça, cette connaissance de l'offre et de la demande qui va permettre d'ajuster finalement la conception des produits ou la communication ou la distribution de ces produits à la réalité contextuelle qui va être définie à la fois par l'offre et par la demande. Souvent, de fait, de par cette connaissance et cette mission, le marketing est aussi souvent en charge de la gestion des marques. Mais pour autant, dans un certain nombre de grandes entreprises, il y a vraiment un département, enfin des gens il va y avoir un directeur de la marque ou une directrice de la marque, et ça peut être vraiment des directions à part. Voilà, c'est juste pour dire qu'il y a plein de choses qui relèvent du marketing dans ce que je vais vous raconter aujourd'hui, mais pour moi le branding c'est avant tout un travail de design et de conception qui est fait main dans la main entre créatifs et marketeurs. Et finalement, je t'ai parlé de l'origine un petit peu des marques et ce qui fait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de marques très puissantes qui agissent encore aujourd'hui et qu'on pourrait qualifier de marques naturelles. J'ai mis l'exemple de Louis Vuitton. Quand Louis Vuitton est venu faire un apprentissage à Paris, donc il a marché, je ne sais plus, des jours ou des mois pour arriver à Paris pour faire son apprentissage en tant qu'emballeur chez un layotier, emballeur, maletier. Et puis qu'ensuite, il a créé sa propre maison de layotier, emballeur, maletier. Lui, il ne s'est pas dit « je crée une marque » en fait. C'était un entrepreneur, voilà, le mot ne devait pas exister à l'époque, mais il s'est dit je vais créer mon propre entreprise, je vais travailler pour mon propre compte et je m'appelle Louis Vuitton, donc ma société s'appelle Louis Vuitton. Donc, beaucoup de marques qu'on connaît aujourd'hui ne se sont jamais créées en se disant qu'elles allaient devenir des marques, être des marques, s'inventer en tant que marque. Donc aujourd'hui dans le luxe, énormément de marques sont justement des marques naturelles parce qu'il faut un niveau de légitimité pour prétendre au statut de marque de luxe et vendre des produits avec des prix luxueux finalement, par exemple quand Vuitton veut créer une marque aujourd'hui, il rachète une marque historique qui était tombée dans l'oubli et il la ranime. C'est plus simple, donc c'est ce qu'ils ont fait récemment avec une marque de maroquinerie qui a pour mission de concurrencer Hermès. C'est plus simple de faire ça que de repartir de zéro en inventant une marque de zéro. Donc ces marques naturelles, en fait, elles ont quand même défini, sans le vouloir, tout un tas de référentiels et c'est par l'analyse en fait de la force de ces marques-là que se sont développés les outils qui permettent aujourd'hui de créer des marques de zéro. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les marques naturelles et notamment les marques de luxe complexifient sans cesse en fait ces codes et en fait essayent de déjouer finalement les codes et les outils pour que des marques nouvelles sur le marché n'arrivent pas forcément à les concurrencer trop directement. Et puis, donc finalement, ces marques sont donc l'émanation d'une culture d'entreprise. C'est-à-dire que la culture qu'il y a dans une maison comme Chanel, elle est clairement issue de la figure de Gabrielle Chanel. Encore aujourd'hui, chez Chanel, les gens passent leur temps à se référer à Gabrielle et à dire « Coco disait ceci, Coco faisait cela, Coco aimait ceci, Coco aurait fait ça ». Et finalement, leur façon de développer la marque, c'est aussi en quelque part rejouant sans cesse le personnage de Gabrielle Chanel. Et la plupart de leurs actions sont toujours justifiées par un détail, un voyage qu'elle a fait, un objet qu'elle aimait, qu'elle avait dans son salon. Voilà, donc c'est une espèce, on parlait de mythologie, vraiment, elle est érigée au rang de déesse. Et tout se réfère constamment à elle. Alors on a oublié parfois certains détails de sa vie qui étaient moins glorieux, hein. C'est là où l'histoire devient la mythologie justement. Et souvent ce qui est intéressant, c'est de voir que des maisons comme ça, au moment où elles perdent leur fondateur, fondatrice, c'est là qu'ils sont un peu perdus. Parce qu'ils avaient l'habitude de voir toutes les directions prises et toutes les décisions prises par une personne. Et cette personne étant aussi l'inspiratrice finalement, l'inspirateur de tout. Et donc par exemple moi il m'est arrivé de voir travailler justement pour une maison qui allait perdre ses fondateurs, qui avait vendu à un fonds d'investissement, et le fonds d'investissement était très inquiet de savoir si toute la force de l'entreprise allait perdurer avec leur départ.
Et donc on a fait tout un travail justement de marque pour que cette marque puisse porter finalement l'héritage de ses fondateurs et maintenir en vie cette mythologie interne qui permet aux gens de travailler ensemble, d'être dans un même état d'esprit, de se comprendre. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça s'épuise à force, ou parce qu'il faut... C'est pour ça que ça se refait constamment. Et puis il y a des positionnements qui en fait à un moment donné deviennent moins pertinents parce que le monde autour évolue, que ce soit le champ concurrentiel, que ce soit les aspirations des personnes, la situation du monde oblige les marques forcément à se réinventer. Et on va dire qu'une plateforme de marque, on va voir ce que c'est tout à l'heure, mais le travail sur une marque, ça se fait en continu, avec souvent, on va dire, un rythme de renouvellement de 5 à 10 ans. Parfois, ça va même plus vite que ça, pour justement maintenir constamment la marque en connexion avec son temps, pour autant, sans la stretcher, sans la dissoudre. Et en fait, il y a même aujourd'hui des gens qui travaillent sur la culture d'entreprise. Quand les marques vont mal, en fait, ils se disent, bon, si la marque va mal, c'est que la culture d'entreprise qui est derrière est perturbée. Et donc, il faut travailler sur cette culture. Par exemple, une marque qui est rachetée, qui est transférée d'une société vers une autre, c'est souvent des marques qui vont subir un peu de séisme, ou deux entreprises qui fusionnent et les cartes sont rebattues. C'est des moments où on travaille pratiquement sur de la psychanalyse d'entreprise. Et la marque, en fait, joue un rôle parce que quand vous entrez dans une entreprise, en fait, vous entrez aussi dans le monde de la marque de cette entreprise ou des marques de cette entreprise. Et ces marques vont agir aussi comme un guide pour vous apprendre comment agir selon la culture d'entreprise. Et ça, si vous travaillez si vous travaillez chez Renault, il y a des spécificités, et si vous travaillez chez EDF, il y en aura d'autres. Et en fait, la marque, aujourd'hui on parle aussi de marque employeur, hein. Ça, je ne l'ai pas mis dans le programme aujourd'hui, mais c'est une vraie notion aujourd'hui, on parle de marque employeur. Mais effectivement, on choisit une marque aussi quand on choisit un employeur. Donc voilà, on voit que les implications de la marque vont au-delà de la surface en fait, du produit. Ça remonte jusque dans les racines de la culture de l'entreprise. Alors ensuite, évidemment, une marque, c'est un outil cinétique. Là, je vous ai mis une boîte blanche. Alors, si je vous demande ce qu'il y a dans la boîte, là, à ce stade, bon, si vous êtes geek, vous pouvez me dire qu'il y a le chat de Schrödinger ou peut-être une tête, si vous avez la référence. Mais là, je pense que vous commencez à avoir une idée de ce qu'il y a dedans. Voilà. Je vous ai mis une marque et vous dites, bah oui, il y a probablement des chaussures de sport. Voilà. Et même probablement des chaussures de sport qui ont à peu près cette tête-là. Et quand je les mets, je suis remplie d'audace et je suis prêt à affronter mes limites, à les dépasser, à m'accomplir, etc. Donc une simple marque, finalement, va devenir un peu... c'est une clé vers tout un imaginaire, mais aussi vers des informations extrêmement basiques, telles que ce sont des chaussures. Voilà, la même boîte, autre logo. Là, vous dites, il y a un MacBook. Voilà. Il y a un MacBook là-dedans, probablement. Et finalement, cette connaissance en fait, que vous allez accumuler vis-à-vis d'une marque, qui va vous permettre, à la simple vue de son logo ou à l'audition du nom de la marque, de déjà avoir tout un imaginaire qui se décrit, qui se définit. Ça va se construire dans le temps. Donc, c'est pour ça que lancer une marque, c'est un sacré investissement, parce qu'il faut que les gens la découvrent, y prêtent attention et finalement apprennent toutes les informations essentielles qui lui sont attachées. Et cette expérience, du coup, elle va être à la fois par la présence visuelle de la marque, au travers de la communication, de la publicité, les enseignes dans la rue, les sacs à la main des shoppers dans la rue. Ça va être l'expérience qu'on a quand on va dans un point de vente, comment on est reçu, c'est quoi le parcours, est-ce qu'au-delà des produits à vendre, est-ce qu'il y a des services, est-ce qu'il y a des expériences à vivre particulières. Ça va aussi être des choses parfois assez subtiles, comme l'odeur d'un produit, ou sa texture, son poids, évidemment sa saveur si on est sur un produit par exemple alimentaire, des rituels d'usage. Je pense que par exemple le flambi ne serait pas le flambi s'il ne fallait pas le retourner, le décapsuler, voir le truc tomber. Je ne parle pas des rituels ensuite inventés par les consommateurs par-dessus ça, mais disons que voilà, il y a toute aussi une culture d'usage, des gestes, des interactions en fait autour des produits.
Voilà, je me souviens qu'il y a fort longtemps, quand le début des téléphones portables, il y avait des vraies différences d'usage entre un Nokia et je sais pas, Ericsson, je sais plus ce qu'il y avait comme marque déjà à l'époque. Et aujourd'hui, les choses se sont perfectionnées, tout a un petit peu convergé pour que les consommateurs soient moins perdus. Mais à l'époque, changer de téléphone, c'était tout réapprendre sur la navigation, sur l'objet, quoi. Donc effectivement, chaque marque induit aussi des usages spécifiques. Et puis cet imaginaire de la marque, il va se superposer avec des référents culturels. Bon, quand on voit la pomme croquée, on pense forcément au péché originel. Donc le péché originel, c'est quand Ève donc encourage Adam à manger le fruit interdit, donc de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc en fait, c'est le moment en fait où ils prennent ils s'autodéterminent, ils décident par eux-mêmes de ce qui est bien et mal à partir du moment où ils ont croqué dans ce fruit. Et en faisant ça, ils désobéissent à Dieu, ils désobéissent aux puissants. Et pendant très très longtemps, toute la mythologie d'Apple a été vraiment sur cette idée d'être le challenger d'IBM, qui était le grand dominant à l'époque. Et finalement, c'est une marque qui s'exprime d'autant plus naturellement quand elle a un challenger à battre, à contredire, ce qui est un peu compliqué pour elle en ce moment. C'est que là, c'est un peu David qui est devenu Goliath, donc ça marche plus. C'est compliqué. Voilà. Et puis voilà, ça a très longtemps été la marque des créatifs. Hein. C'était les gens qui avaient des ordinateurs Apple, c'était les gens qui travaillaient dans la presse, qui travaillaient dans la création. Donc c'était plutôt, on va dire, l'objet et la marque d'un certain nombre de libres penseurs. Voilà, donc tout ça, ça se voit déjà dans ce logo. Et en fait, à la base, c'est pas du tout l'histoire de ce logo. Le premier logo d'Apple, c'était Archimède sous un arbre qui voit tomber la pomme. Et quand ils ont simplifié le logo, ils n'ont gardé que la pomme. Alors pourquoi l'ont-ils croqué ? Parce que c'était plus marrant. Et voilà, déjà la désobéissance, l'esprit espiègle qui a fait que ce logo est devenu ça. Et aujourd'hui, mythologiquement, ça parle aux gens. Et puis d'ailleurs, cette force, quand on veut retirer de la force à un produit, on lui enlève sa marque. C'est ce qui a été fait sur les cigarettes. Dans les alcools, on a déjà interdit, très très restreint la communication, par exemple. Une loi qui fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut créativement en termes de publicité. Et puis dans les cigarettes, on a carrément enlevé les marques et même remplacé maintenant par des choses assez dissuasives. Mais ça montre bien que quand on veut vraiment nuire à un produit, à une offre, enlever la marque, ça marche très bien. D'ailleurs, à une époque, ça ne se fait plus tellement. Il y avait un concept qu'on appelait la dégriffe. Hein. On pouvait aller dans des magasins où on trouvait des produits dégriffés. Donc les marques ne voulaient pas voir leurs produits à leur marque traîner dans des solderies et voir leur marque déclassée. Donc ils coupaient les étiquettes des vêtements et donc ils enlevaient la griffe, c'était dégriffé. Voilà. Bon, donc c'était vraiment ce geste, en fait, enlever la marque, c'est enlever une partie de la valeur. Et réellement, c'est le cas, puisque depuis un certain temps, on parle de valeur immatérielle des entreprises. Effectivement, la marque est un des éléments de cette valeur immatérielle, aux côtés des savoir-faire, par exemple. Selon les entreprises, donc la moyenne, elle a été estimée à 18%, en fait. Donc l'actif de la marque serait équivalent à peu près en moyenne 18% de la valeur immatérielle de l'entreprise, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Donc là, j'ai mis quelques exemples, mais donc je ne sais plus ce que j'ai dit. Par exemple, la marque Nike, c'est 84% de la valeur immatérielle, c'est uniquement la marque. Alors, ils ont beaucoup investi, ils ont beaucoup travaillé pour donner cette valeur-là à leur marque. Aujourd'hui, s'ils la revendaient, ce serait l'essentiel de la valeur, en fait, de la valeur immatérielle de la société. Donc, tout ce qui est immatériel s'oppose au matériel, ce qui vont être les usines, les brevets, les stocks de produits, les stocks de matières premières. En fait, la valeur immatérielle est quand même une part très très importante de la valeur d'une entreprise, et la marque en est une part également très importante, parfois pratiquement largement dominante. Alors quand on veut créer une marque, évidemment, créer une marque, ça se fait pas forcément tous les jours.
Moi, c'est ma spécialité et pour autant, j'en crée peut-être 4-5 par an. C'est quand même assez rare finalement d'être dans la création pure de la marque. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on retravaille beaucoup de marques, on les remet à jour, ce que je dis, à peu près tous les 4-5 ans, on retravaille les marques. Mais finalement, tous les outils que je vais partager avec vous là, ils sont aussi bien utilisés lors d'une première création ou lors d'une recréation de marque. C'est finalement les mêmes outils qui vont entrer en œuvre. Alors déjà, c'est quoi le point de départ? Généralement, quand quelqu'un veut créer une marque, c'est qu'il a développé une offre. Ça peut être un nouveau service, ça peut être un nouveau produit. Il veut lui donner un nom, il veut lui donner une image pour pouvoir le commercialiser. Alors ça paraît évident. En fait, dans la vraie vie, c'est pas toujours le cas. En tout cas, l'offre n'est pas toujours très bien définie au moment où on commence à travailler. Par exemple, si vous travaillez sur un parfum, l'odeur du parfum est souvent déterminée plus tard dans le processus. Parce que la réalité de l'offre, c'est finalement pas le parfum, c'est l'image du parfum. Les gens achètent, beaucoup de gens achètent avant tout l'image du parfum, avant d'acheter le parfum. Donc, on va dire que c'est le produit à la base, mais parfois le produit lui-même est un peu encore en cours de travail. Alors, on part de cette offre et on va partir de 3 choses plus particulièrement. D'abord, le plus produit. Bon, si je prends un exemple, Duracell, ça s'appelle Duracell parce que voilà, on est parti du plus produit qui étaient des piles qui duraient plus longtemps. Donc souvent les marques technologiques, elles ont effectivement un truc à mettre en avant particulier qui va être un petit peu le point de départ du travail de la marque. Que ce soit le nom, que ce soit le logo et tout ce qui va avec, va tourner autour de la mise en avant de cet avantage concurrentiel, de ce bénéfice promis à l'utilisateur qui fait qu'à un moment donné, les gens se sont dit oui, je vais lancer ça sur le marché, ça va intéresser les gens. Parfois, ça va être plus le scope produit, notamment si on travaille par exemple sur une marque distributeur. Donc si vous faites vos courses par exemple chez Leroy Merlin, vous allez voir des produits qui sont proposés par le distributeur sous une marque de Leroy Merlin. Et là, en général, le brief, ça va être de dire, dans cette marque, il y aura tel produit et tel produit. Ils n'ont pas de plus produit, parce qu'en fait, ce sont des produits achetés à des fabricants. Ils n'ont pas d'avantage particulier, à part d'être accessibles en prix. Donc finalement, on va travailler sur une marque qui est avant tout là pour évoquer un scope produit. Donc, par exemple, si vous allez chez, si je ne me trompe pas, Intermarché, vous voulez acheter du chocolat, la marque de chocolat s'appelle Ivoria, en référence à la Côte d'Ivoire, producteur numéro 1 de cacao dans le monde. Donc le nom de cette marque et tout son design a été pensé uniquement pour dire chocolat. Et Intermarché, c'est encore un cas un peu particulier parce qu'ils ont leur propre marque pour des produits. Voilà, ils ont des marques propres. Ça, on va en parler après, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une marque propre. Et puis ça peut être aussi le storytelling. Donc en fait, très souvent quand on est entrepreneur et qu'on commence à lancer sa marque, on a une histoire à raconter. Parfois c'est pas juste un plus produit, c'est l'aventure qu'on a traversée qui fait qu'on arrive à ça. Il y a aussi des gens un petit peu égotiques qui ont envie de mettre leur animal préféré dans leur logo, leur signe zodiacal. Voilà, parfois il y a une approche un petit peu, on va dire, égotique qui fait qu'on va construire un peu la marque à son image, notamment quand on démarre petit. Souvent les gens fusionnent un petit peu leur propre identité avec l'identité du produit qu'ils veulent mettre en avant, qu'ils veulent vendre. C'est compréhensible. Nous, on rencontre le cas parfois. Et c'est vrai que ça met du temps pour expliquer qu'on peut créer quelque chose de plus fort si on enlève ces aspects égotiques. On a moins le problème dès qu'on est sur une grosse société parce qu'effectivement, il y a ce rapport plus distancié des gens qui sont impliqués dans la création de la marque à la marque elle-même. Mais quand on est entrepreneur, souvent, sa marque, c'est son bébé. Donc on veut y mettre, c'est très personnel. Donc ça, souvent, c'est un petit peu un travail vraiment dans la relation avec le client, d'arriver à lui faire dépasser ça. Et puis, du coup, la première chose qu'on va développer, c'est ce qu'on appelle une plateforme de marque.
Et ça, c'est quelque chose qui est totalement invisible aux yeux des consommateurs, des utilisateurs. Et finalement, c'est un petit peu comme si vous deviez créer un personnage pour un film. Eh bien, vous allez commencer par écrire les caractéristiques de ce personnage. Comment il se comporte, c'est quoi son background, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il réagit, il interagit avec les gens d'une certaine manière, quel rôle il va jouer dans l'histoire, etc. Et donc, ce logiciel, cette plateforme de marque, c'est vraiment un choix de mots, c'est quelques phrases qui vont se construire autour d'une grille de lecture, et on va voir qu'il y en a énormément de différentes, et qui vont servir de guide à toute personne étant amenée à travailler sur la marque et à être des ambassadeurs de la marque par la suite. Et on va voir que cette étape, elle est cruciale et elle est finalement préalable à l'ensemble des éléments qui sont, eux, plus visibles de la marque que vous connaissez. Donc cette plateforme de marque, il y en a plein de différentes. Il n'y a vraiment pas de vérité absolue. Et donc je vous en montrer plein. Juste pour que vous voyez qu'il y a des choses récurrentes, puis il y a des choses très différentes qui peuvent se mettre dans une plateforme. Alors ça, c'est la classique, je veux dire. C'est la grande classique, celle que vous allez retrouver le plus souvent. Et dans cette grande classique, il y a 3 pôles qui sont les plus récurrents, qui sont vision, mission, valeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le mot vision, c'est pas rien. Souvent, quand on est face à un entrepreneur, il va vous dire, moi, quand j'ai créé ma proposition, mon offre, mon produit, il avait une vision. Il avait une façon de voir le monde, de voir son marché qui était différent. Et grâce à cette vision différente, il a été capable de formuler une proposition nouvelle. Donc la vision, quand on la rédige, déjà c'est souvent quelque chose qui commence par « parce que je crois que », on peut le démarrer comme ça, eh bien il faut que ce soit déjà une croyance qui soit un petit peu dérangeante, en fait, qui gratte un petit peu, qui ne soit pas de l'ordre du point de vue collectif, acquis, commun. Le début de l'innovation démarre là. Si je vois les choses exactement comme tout le monde et que je n'ai pas un regard nouveau sur mon marché, finalement, je ne veux pas innover derrière. Donc cet élément de vision, il est très important. Et de la vision découle la mission, parce que je crois que je me donne pour mission de. Et la mission de la marque, c'est pas tout à fait la mission du produit. Parce que la mission du produit, elle est souvent assez clairement énoncée. Voilà, je fabrique des chaises pour que les gens s'assoient. Donc c'est pas forcément très intéressant d'une plateforme de marque de dire aux gens qu'on propose des chaises pour que les gens s'assoient. Mais parfois, quand on propose des chaises pour que les gens s'assoient, c'est pour, par exemple, améliorer leur qualité de vie au travail. Voilà. Et là, on rajoute finalement une dimension sur déjà ce que le produit représente en lui-même et qui va pouvoir être porté par la marque. Cette mission, elle est vraiment au service du consommateur, de l'utilisateur, et elle dépasse forcément le pur rôle du produit ou du service. Il faut que ça emmène finalement le produit ou le service dans un monde plus émotionnel. Je prends un exemple, Evian. Evian, en fait, vous avez sûrement tous vu des publicités qui parlent tantôt de la pureté de l'eau, tantôt du fait que c'est l'eau des bébés. Et en fait, la particularité, c'est que l'eau en bouteille, autrefois, ça s'achetait à la pharmacie. Et les eaux, en fait, avaient une fonction. Donc, on achetait une eau diurétique pour faire pipi, ou une eau digestive, une eau qui permettait de bien digérer, de bien éliminer, ou autre. Et ça, c'était des choses qui étaient liées à la propriété minérale de l'eau. Et l'eau d'Evian, c'est une eau qui a une minéralité très neutre. Donc, en fait, ça ne faisait rien. Et ils se sont dit, mais un truc qui fait rien, on va pas réussir à le vendre, en fait. Alors si, ils ont trouvé une niche au départ qui était de dire, avec le développement des formules de lait maternisé, de lait pour les bébés, c'était de mettre cette eau-là pour faire les biberons, parce que justement, elle allait absolument pas modifier le transit ou avoir un quelconque impact potentiellement dérangeant sur la santé du bébé. Et de l'eau des bébés, c'est devenu l'eau de la jeunesse. L'eau qui vous rend jeune, qui vous maintient jeune dans votre état d'esprit. Donc il y a vraiment cette manière en fait, dont la marque a été travaillée pour ramener en fait, une couche vraiment émotionnelle par-dessus quelque chose qui était très fonctionnel et qui était même peut-être au départ un défaut. Ça, c'est ce qu'on appelle le shadow of the brand, c'est quand on fait d'un défaut une force. Donc voilà. Donc vision qui doit être forcément innovante, nouvelle, mission qui doit être au service du consommateur et qui doit se positionner à un niveau à la fois rationnel et émotionnel,
Et puis les valeurs, qui sont un petit peu les moyens avec lesquels on va réaliser sa mission. Si je réalise une mission avec, par exemple, modernité, humour et n'importe quoi, panache, et ben, je vais déjà pas faire la même chose que la même mission que je réaliserais avec authenticité, simplicité et modestie. Je suis déjà plus la même marque. Donc déjà avec ces 3 piliers-là, on a beaucoup d'éléments. Donc c'est les modalités finalement de réalisation de cette plateforme. Et après, on peut customiser la classique. Donc en général, dans les plateformes de marque, vous allez retrouver plein d'autres petits items et qui vont être choisis en fonction des besoins de la marque, en fonction des besoins de l'entreprise, de ce qui a été enseigné aux personnes qui créent cette marque. Donc il y a plein de notions. Déjà, le premier point, c'est la brand ID ou la brand essence. Elle peut avoir plein de noms différents. C'est l'idée centrale en fait qui doit émerger. Si vous deviez retenir qu'un mot ou deux, ce serait cela. Alors ça peut parfois ressembler du coup à des slogans, mais très souvent la brand ID est différenciée du slogan. Le slogan peut parfois changer plus souvent que la brand ID, ou au contraire le slogan peut traverser les années, les décennies, parce qu'il est connu, par exemple, Just Do It, et c'est la plateforme de marque derrière qui change. Alors, l'USP, c'est la Unique Selling Proposition, c'est qu'est-ce que j'ai à vendre d'unique, et donc, en gros, en quoi mon offre est vraiment différente des autres. Les RTB, les Reasons to Believe, ça, c'est quoi les raisons rationnelles, tangibles, mesurables de croire dans la promesse que je formule. Donc identifier ces RTB, c'est aussi ensuite être plus performant en communication pour mettre en avant des arguments, pour bien mettre en avant son offre. Le reflet et la cible. Alors une cible, bon ça c'est assez clair, hein. Quelle est la typologie de consommateur ou d'utilisateur que je vise avec mon produit, voilà, ce qui sert à la fois à les trouver au moment de communiquer auprès d'eux et à la fois à bien concevoir les produits en fonction de leurs habitudes et leurs usages ou leurs attentes. Et le reflet, en fait, c'est quelque chose qui est entre... on va dire que c'est à la fois ce que la cible rêve d'être et ce que la marque rêverait d'avoir comme client. Et donc, quand vous regardez une publicité de parfum, l'égérie qui est mise en avant, bah, c'est à la fois quelqu'un que vous rêveriez d'être. Et c'est le client imaginaire que la marque, finalement, idéalise. Ouais. Donc ça, c'est le reflet. Donc quand un client vous dit, bah, moi, ma cible, c'est une femme sublime, hyperactive, qui a 12 enfants, mais qui ne lâche rien, qui est engagée et tout, on dit, bon, ça, c'est un reflet, c'est pas une cible. Voilà, souvent, c'est un petit peu ça. Dès qu'on commence à idéaliser, en fait, sa cible, en fait, ce qu'on est en train de constituer, c'est un reflet. Alors, l'insight, c'est un constat, on va dire, d'une problématique, souvent formulée à la manière d'un verbatim, donc un consommateur qui dirait quand je prends ma douche, souvent je rencontre tel problème. Donc du coup, cet insight, il est souvent à la base en fait de la vision, c'est-à-dire que parce que je constate qu'il y a un problème, voilà comment j'imagine que le monde va évoluer demain. Bon. Les bénéfices rationnels ou émotionnels, ça correspond un petit peu aussi à ce que je disais à propos de la mission, c'est formuler réellement ce que je vais offrir en fait à mon consommateur. Et d'ailleurs, dans l'histoire des marques, c'est assez marrant parce que originellement, les marques parlaient beaucoup d'elles-mêmes. Elles disaient, voilà, je suis un établissement fondé à Nancy en 1800 machin, je mets en avant mon savoir-faire, mes produits, etc. Et puis petit à petit, on s'est dit que c'était plus simple pour le consommateur de lui dire directement l'intérêt que ça avait pour lui. Donc au lieu de lui dire, je suis un nanana, on lui disait, moi, je vais t'apporter ça. Et donc là, c'était le grand travail du marketing que d'arriver à formuler finalement ces promesses d'une manière qui nécessite plus aucun travail pour le consommateur. Et aujourd'hui, en fait, les gens n'y croient tellement plus dans toutes ces promesses qu'on revient en fait en arrière et on recommence à dire qu'on a une maison fondée en machin truc, dans le village de machin chouette, et on reparle de son savoir-faire, on met en avant les artisans, etc. Donc en fait, en ce moment, on vient un peu... réassurance sur... Ouais, on vient un petit peu un retour en arrière par rapport à ça. La personnalité, on peut décrire la marque par sa personnalité, comme si c'était une personne. Est-ce qu'elle est joviale? Est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce qu'elle est... Voilà, on peut tout imaginer. Son ambition, donc ça, on va parler plutôt d'ambition business. Donc, par exemple, devenir numéro 1 du marché d'ici 25 ans.
Alors ça, par exemple, ces trucs, parfois, dans les plateformes de marque, je vois ça à l'endroit où il y a écrit mission. Mais du coup, ce n'est pas au service du consommateur. Ça n'apporte rien dans une plateforme de marque. Donc moi, du coup, ça, je cale ça dans l'ambition. Les bornes, ça peut être assez marrant quand on veut être sûr d'être compris dans une plateforme. On peut dire aux gens, je suis glamour, mais je ne suis pas paillette. Attention, vous pourriez vous y tromper. Je suis authentique, mais je ne suis pas rustique. Donc voilà, poser les bornes, c'est parfois anticiper des mauvaises interprétations. Donc dans les plateformes, on retrouve parfois ce type de bornes. Parfois parce que l'écueil a été atteint plusieurs fois, on finit par l'écrire. Les brand assets, c'est-à-dire finalement les éléments iconiques, symboliques, visuels de la marque, peuvent être aussi attachés à la plateforme de marque quand on parle d'une marque existante. Et puis le slogan ou la signature de la marque, donc ça c'est des outils de communication, peuvent aussi être associés. Alors c'est sans fin. Donc là un petit exemple d'une plateforme de marque. Donc Point Vert, je ne sais pas si vous habitez à campagne, c'est des jardineries, ils ont à peu près 1000 magasins en France. Et en fait, si vous allez au bout de la pointe du Raz, le dernier magasin où vous trouverez une baguette, c'est une jardinerie Point Vert. Donc c'est vraiment, ça s'appelle un libre service agricole, ce modèle de magasin. Et ce sont des magasins qui sont vraiment adossés à des coopératives agricoles qui sont en milieu rural. Et ces magasins ont vu depuis des décennies arriver des tas de citadins qui reviennent à la campagne et qui décident de prendre des poules et puis qui ne savent pas s'en occuper. Ou qui décident de planter des trucs et qui ne savent pas quand les planter, comment les tailler, etc. Et ils ont finalement développé toute une approche un peu pédagogique. C'est ce qu'on va retrouver, c'est ce constat-là qui a amené à l'écriture de cette plateforme-là. Et qui nous dit, donc vision, la ruralité est un art de vivre vrai qui appartient autant à l'avenir qu'aux traditions. Donc là, on voit que déjà le choix du point de vue, il a été fait de s'exprimer sur la ruralité. C'est déjà un parti pris bien particulier à la marque. C'est pas du tout le cas d'une plateforme de marque, d'une autre jardinerie que Point Vert. Et de dire la ruralité n'appartient pas au passé, ça appartient à l'avenir. Certains pourraient penser que c'est faux, qu'ils ne seraient pas d'accord. Ils diraient non, aujourd'hui, les zones rurales continuent de se dépeupler au profit des villes. Voilà, ça c'est un parti pris. Clairement, ça peut être contredit, mais c'est ce qui fait la force de la vision. Sa sagesse est basée sur la solidarité, le respect des hommes, qu'on aurait pu mettre avec un H majuscule, des cycles et de la nature. Elle est source d'inspiration, d'émotion, d'espoir et d'équilibre dans une société confrontée à la nécessité imminente de réinvention. Donc on voit bien quand la vision, elle est là pour poser un contexte et poser finalement un point de vue un peu différent, un peu nouveau. Et c'est dans ce ferment-là en fait que tout va se développer. Dont la mission. Fort de nos racines agricoles et de nos valeurs coopératives, nous voulons incarner la réponse au désir de ruralité en favorisant notamment la transmission de savoir-faire. Et là, on a mis une vocation parce que les clients ont trouvé qu'il manquait des infos. Donc, on a créé un item rien que pour ça. Être l'enseigne providence de la vie au naturel, proposer à travers notre réseau de magasins de proximité des biens et des services autour du jardin, de la maison et des animaux domestiques. Et puis les valeurs. Alors là, on a 5 valeurs. Personnellement, je trouve que c'est un max, parce que plus on rajoute des valeurs, moins on a de valeurs, quoi. Trop de valeurs tue les valeurs. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est de les qualifier, de les expliquer, de dire quand je dis coopératif, voilà ce que j'entends. Je ne vais pas rentrer en détail, mais vous allez voir ensuite comment ce travail-là, il se synthétise en une phrase, la brand ID, et qui s'appelle donc artisan d'une nouvelle ruralité. Chaque mot dans cette brand ID a été pesé, discuté, pour être vraiment, on va dire, ciselé façon joaillerie. Et cette brand ID n'est pas communiquée, c'est-à-dire que si vous allez dans la jardinerie, vous le verrez écrit nulle part, parce que la marque avait déjà un slogan qui est écrit sur les façades, et changer le slogan changer la façade de 1000 magasins, ça coûte très cher. Donc ils ont dit que finalement leur slogan, il n'allait pas changer. Voilà, cette vision-là, il fallait la transmettre, la communiquer. Donc on a fait un petit film que je vais vous montrer et qui a été diffusé au Zénith d'Orléans devant 3000 personnes venant, donc les directeurs de magasins, des fournisseurs, tous les futurs ambassadeurs de la marque. On les a un peu chauffés. Ils ont reçu un petit passeport de marque, un petit livre avec tous les fondamentaux de la nouvelle marque. Et puis on a fait un petit film. Alors vous allez voir, c'est un petit peu vieux parce que pas vous montrer quelque chose de trop récent parce que c'est des outils internes et parfois confidentiels. Donc voilà, donc là on a décidé, puisque le public était très large, de ne pas trop rentrer dans le détail de la plateforme de marque, mais de se concentrer sur les valeurs
pas perdre les gens. On s'adresse à des gens qui sont juste vendeurs dans des jardineries. Ils n'ont pas forcément les clés, donc on a simplifié en se concentrant finalement sur la partie valeur, sur les mots. Voilà, évidemment, chaque image a été fait l'objet de jours de recherche pour trouver le mec qui avait la bonne chemise, les yeux bleus. Voilà. Et puis là, c'est l'annonce du coup de la brand ID avec l'explication derrière chaque mot, qu'est-ce qu'on entend. On a un petit peu simplifié par rapport à ce qui avait été communiqué en interne aux clients. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, en fait, on voulait que ça se voit dans l'identité visuelle. Finalement, c'était logique que si on change de logiciel, en fait, à la fin, on change de fond d'écran. C'est comme, comme quand on met à jour son ordi. Donc voilà, toute une petite explication sur finalement comment, à partir de cette plateforme, on est venu modifier l'identité visuelle pour que chacun vienne s'approprier cette nouvelle identité. Voilà. Alors après, on va voir d'autres modèles de plateforme. Alors celle-là, je l'appelais l'académique. C'est le prisme de Cap Ferrer. C'est, on va dire, l'outil le plus, j'ai envie de dire, noble dans le monde de la création de marque. Il est très compliqué. La plupart des clients que j'ai ne l'apprécient pas parce qu'ils le trouvent eux-mêmes trop difficile à manipuler. En fait, on va retrouver quand même des points communs avec ce qu'on a vu avant. Mais si on devait résumer en fait quelques points intéressants, on voit en haut, il y a écrit entreprise, en bas consommateur. Donc on voit comment la plateforme de marque et donc la marque est censée finalement être une forme de lentille qui va conditionner en fait le regard du consommateur sur l'entreprise et comment en fait l'entreprise va utiliser sa marque comme filtre pour s'adresser à ses consommateurs. Et on voit en fait les éléments qui sont autour. Certains éléments reviennent à des choses dont j'ai déjà parlé. On voit le reflet, on voit la personnalité. Physique, c'est une autre façon de parler des assets identitaires de la marque. La relation, ça, vous allez voir que la relation, on la trouve dans d'autres plateformes. La culture, et vous voyez, il y a écrit entre parenthèses values, donc en fait ça, ce sont les valeurs, c'est juste formulé autrement. La mentalisation, donc ça, c'est finalement comment le consommateur décrirait la marque avec ses mots. Voilà, bon, c'est une autre approche qui est plus sophistiquée, qui est issue d'années de recherche en marketing, hein, donc c'est quand même un outil très sérieux, mais parfois, voilà, académique et presque trop. Autre plateforme, j'ai appelé l'Intello, donc ça c'est le prisme de Keller. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on voit que c'est encore plus compliqué que le prisme de Cap Ferrer, la pyramide de Keller, bon, voilà, on va retrouver des choses qui sont un petit peu communes, mais aussi des choses qui sont très spécifiques. La pragmatique, celle-là, je ne connais pas de nom, alors si vous la connaissez, je veux bien DM, vous me faites un message privé. En fait, elle part des reasons to believe, donc d'arguments vraiment très rationnels, hein, le bas de la pyramide, on est dans les fonctions, et puis on va ensuite élever ces raisons d'y croire en valeur, en personnalité, jusqu'en positionnement. Ça, c'est, je l'appelle l'experte, l'empreinte de marque de Marie-Claude Sicard. En fait, là, l'idée, c'est de dire qu'on peut décomposer la marque en 7 pôles et que selon les marques, il y a des pôles qui vont être plus souvent activés que d'autres, plus fortement activés que d'autres, et que ces pôles se relient et qu'il se crée des significations particulières au croisement, au truchement de ces pôles. C'est très sophistiqué, c'est hyper bien foutu, c'est hyper intéressant. Pareil, tout le monde ne sait pas utiliser, tout le monde ne sait pas le décrypter. Moi, quand je l'enseigne à mes étudiants, cet outil, mais je leur propose une utilisation un peu détournée. Je leur dis que s'ils veulent apprendre à connaître une marque pour bien travailler pour une marque, par exemple, ils reçoivent un brief d'une marque et ils ont envie de se plonger dedans et d'être sûr de bien la comprendre, l'utiliser comme une sorte de grille de lecture permet en fait de vraiment acquérir une compréhension assez profonde de la marque. Et donc, petit exemple avec la marque Marie. Je pense que vous avez tous certainement un jour mangé quelque chose de chez Marie, un plat cuisiné. Vous avez fait une quiche ou une galette des rois avec de leur pâte à dérouler. Finalement, si je rentre un petit peu dans le détail, par exemple, on peut commencer par le rapport au temps.
Marie, c'est une marque intemporelle. Elle retient un peu l'hier pour sauver l'aujourd'hui. C'est une marque qui fait gagner du temps pour mieux profiter de son temps. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut dire sur le rapport de la marque au temps. Le projet, c'est ce qui se rapproche le plus, on va dire, de la mission. Sauver le bien manger par l'exigence de la bonne cuisine. La relation, c'est une marque qui vous voit, qui nous soit et parle d'elle à la troisième personne. C'est-à-dire que chez Marie, enfin dans les pubs, Marie disent Marie vous a concocté un bon petit plat. Donc ils parlent d'eux-mêmes à la troisième personne. Et ils proposent une complicité prudente. Hein. Marie, elle est un petit peu dans... Voilà, c'est un peu votre copine parce qu'elle cuisine pour vous, mais on ne se tape pas sur la cuisse non plus. Voilà. Et puis, le pôle des positions, c'est le rapport en fait à la concurrence. Donc, chez Marie, on ne se compare jamais aux autres. Hein, on n'est pas en train de dire what else. Mais on cherche à se différencier par la qualité perçue et la simplicité, notamment des recettes. Les normes, donc ça c'est le rapport de la marque aux normes. Donc chez Marie, c'est une marque qui respecte et fait respecter les normes. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Monsieur Marie qui vous disait c'est pas parce que c'est tout fait qu'il ne faut rien faire. Donc tu vas me mettre un set de table, ma cocotte. Voilà, en ajoutant une petite touche personnelle, la petite pointe de moutarde dans la recette parce que Marie elle est un petit peu coquine. Donc voilà, le rapport est norme est quand même vraiment plutôt du côté de c'est une marque qui fait respecter les normes, quoi, qui a intérêt à quand même mettre les petits plats dans les grands quand tu sors un truc tout fait. Le rapport à l'espace, donc Marie c'est une marque qui est résolument française, mais sans ancrage géographique précis. En fait, elle vit chez vous, Marie, elle vit dans votre cuisine. En fait, vous l'avez jamais vue, elle est hyper discrète, elle travaille quand vous n'êtes pas là, mais elle habite chez vous. Donc Marie, elle est sa position géographique, elle est vraiment dans l'hyper-proximité. Et le pôle physique, c'est en fait le pôle des attributs, des assets. Déjà, c'est une marque personne. La marque, c'est un prénom, pas n'importe quel prénom en plus, qui est en plus logotypé sous forme de signature. Donc, c'est vraiment comme si c'était écrit par une personne, puis une personne qui fait des petits cœurs sur les i, donc elle est mignonne. On a des couleurs, le blanc, le noir, le rouge. Le petit cœur qu'on retrouve ailleurs dans la communication. Montauk, c'est le nom d'une typographie qui est utilisée, donc ça c'est un peu cryptique, mais je vous le traduis. Le réalisme romantique des photos, et puis la barquette, parce qu'ils ont été les premiers à mettre les plats cuisinés en barquette. Autre modèle de plateforme de marque, la perchée. Donc ça c'est justement la légende de marque. On parlait de mythologie, c'est justement une façon de décrypter les marques sous l'angle de la mythologie et en fait de chercher quelque part quel est le mythe auquel une marque va se référer. Alors ça parle pas à tout le monde en termes de clients. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de l'utiliser, c'était soit pour des marques de luxe qui en fait sont beaucoup plus conscientes souvent que d'autres. Des clients du luxe sont plus conscients de la valeur, de toute la part imaginaire, de l'encodage un peu plus subtil des choses. Voilà, les marques alimentaires, souvent ça leur parle pas. C'est un peu trop poétique pour eux. Ou alors des clients asiatiques qui ont, dans leur culture, est déjà très très empreint de mythologie, d'imaginaire. Ils connaissent hyper bien, les Asiatiques connaissent hyper bien la mythologie grecque, égyptienne. Enfin, ils sont très très fans de ça et c'est une plateforme que j'ai eu l'occasion d'utiliser avec des clients de ce type. Mais c'est pas pour tout le monde. Alors, petit exemple avec la marque Hermès. Hermès, vous dites, Hermès c'est déjà un mythe, c'est pratique. C'était un piège parce que le vrai mythe d'Hermès, bon, disclaimer, c'est de mon point de vue, ce n'est pas la marque Hermès qui me l'a dit, c'est mon analyse, ça peut se discuter. Pour moi, c'est Pégase. Et d'ailleurs, Hermès nous le montre et nous le dit, la figure de Pégase est très souvent présente dans les motifs de foulard. Et ça, c'est une publicité, par exemple, où on voit le cheval d'Hermès, et puis d'un coup il y a un oiseau qui vole et on reconstitue en fait les ailes de Pégase. Évidemment, le cheval est présent dans le logo Hermès puisque le métier original d'Hermès c'est bourrelier, donc en fait il faisait les harnais, les pièces de cuir en fait qui servent à l'harnachement du cheval. Mais dans le logo, bon, c'est un simple cheval harnaché avec une calèche, c'est pas particulièrement mythologique. Mais finalement, dans l'encodage derrière, il nous montre parfois Pégase. Et Pégase, en fait, la figure de Pégase, c'est un personnage qui est intéressant parce que il avait la capacité à relier la terre et l'Olympe, donc le monde des humains, des terrestres et le monde divin. En cela, on pensait qu'il pouvait vous immortaliser, il pouvait vous emmener au mont Olympe pour vous rendre immortel.
D'ailleurs, lui-même, à un moment donné, s'est rendu au Mont Olympe et a été transformé en constellation. Il est depuis immortel. Donc, d'où ce rite qu'on a qualifié d'immortalisation. Acheter un produit Hermès, c'est acheter une part d'éternité qu'on va transmettre à ses enfants. D'ailleurs, on dit souvent qu'un produit Hermès prend de la valeur à partir du moment où il a été acheté. Ça peut être un placement. Donc, c'est ce rite de l'immortalisation, il est très présent. Et puis, Pégase, c'était aussi l'ami des muses. L'inspirateur, dans le monde de la poésie, on disait qu'on avait un Pégase en soi, ça voulait dire qu'on était inspiré à écrire des vers. Et donc chez Hermès, il y a effectivement toute cette dimension poétique, cet imaginaire très fort, parfois presque un peu ludique même. Cette part du rêve, elle est très présente dans la marque et dans sa façon de communiquer et de créer. Et puis évidemment, Pégase, à un moment donné, il fait jaillir de son sabot la source d'Hippocrène, qui était justement une source d'inspiration, une source de créativité. Donc effectivement, on retrouve toute la fantaisie et la créativité de la marque qu'elle met dans ses créations, ses produits. C'est aussi un cheval qui a été considéré comme un atout pour des guerriers. Donc on pouvait aller tuer un monstre mythologique si on avait l'aide de Pégase. Donc finalement, c'est aussi quelque part une arme pour les héros. Voilà, et tout ça, ça nous montre que quand on achète un produit Hermès, il se passe plein de choses. On devient un dieu, on devient immortel, on est inspiré, on devient l'ami des muses parce qu'on a un sac qui s'appelle Birkin ou Kelly. Donc ça, on va dire, c'est la façon dont ensuite c'est crypté. Donc, chez Hermès, c'est assez simple, il nous le montre directement, Pégase. Et en plus, Pégase n'a pas d'attributs. C'est-à-dire que si vous prenez, Athéna, elle a des attributs. Vous reconnaissez Athéna au fait qu'elle ait un casque comme ci, une chouette sur l'épaule, un rameau d'olivier dans la main. Ça correspond à... C'est comme ça qu'on peut reconnaître Athéna d'une autre déesse. Pégase, il est son propre attribut en fait. Il n'y en a qu'un. Quand on voit un cheval ailé, c'est Pégase.bar. Donc du coup, on ne se complique pas la vie chez Hermès, on met des chevaux ailés. Et puis on parle des muses, comme Birkin et Kelly, et puis on met de la poésie, et par exemple avec petit H. Voilà. Alors ça, je l'ai appelé l'Urbaine. Ça, c'est une plateforme que j'ai inventée à une époque avec quelques collaborateurs qui se reconnaîtront peut-être, qui permet de piloter la vernacularité des marques, c'est-à-dire de voir comment une marque va évoluer en fonction de l'endroit où elle vit. C'est hyper compliqué. J'ai utilisé 3 fois. Mais c'est pour montrer qu'on peut aussi être inventif. Ça, pareil, c'est une plateforme que j'ai créée. En fonction d'endroit où elle vit, c'est-à-dire en fonction du pays Oui, parce que finalement, une marque ne peut pas... alors, on va voir que si, mais certaines marques, disons, vont avoir tendance à s'adapter à la culture du pays où elles vont aller. Pour certains pays, c'est souvent nécessaire. Et bon, après, ça dépend aussi des catégories de produits, etc. Mais et finalement, il va falloir hybrider la marque avec le pays. Et donc ça, c'est un outil qui permet de faire ça. Ça, c'est une plateforme que j'ai créée aussi, qui s'appelle le Creative Brand Pattern, que j'ai créé pour une agence où j'ai travaillé, où on voulait avoir notre propre plateforme de marque, dans lequel j'avais des items comme la visualisation ou la création. Donc l'item création, par exemple, permet de qualifier les principes créatifs de la marque. Donc de se dire finalement, c'est quoi qui inspire ma marque au quotidien, quelle est sa forme de créativité, etc. Bon, je vais passer parce que j'avais un exemple, mais on n'aura pas le temps. Et je pense qu'on peut faire la pause maintenant, si je surveille le timing. Oui, du coup c'était assez clair, donc je n'ai pas beaucoup intervenu. Mais voilà, j'avais quelques questions et remarques. Bon, là, c'est plus le lien avec le marketing que tu avais fait. C'est vrai que j'avais jamais fait le rapprochement avec le marché. L'idée du marché, quoi. Voilà, on va vendre son produit et on a ses concurrents qui vont être là, à proximité, donc il faut bien le connaître pour ensuite mettre en avant sa marque, bien sûr. Et puis cette marque est en fait une partie vraiment visible d'un iceberg, quoi. Enfin, c'est vraiment, il y a tout un travail à faire, toute une construction à faire. Et ce qui fait que quand on crée une marque, on veut créer sa marque, quand on n'a pas vraiment d'histoire, on a un tout début d'histoire qui existe, ça peut, par rapport aux outils que tu montres, ça peut vite devenir colossal. On peut se dire, mais comment on va pouvoir construire ça? Et avec tous les outils que tu montres,
Donc j'imagine que toi, quand tu vas faire un accompagnement, tu vas adapter en fonction de ton client, trouver les bons outils qui correspondent par rapport au point, au point où ils en sont. Tout à fait, ouais. On peut choisir un modèle de plateforme, on peut le customiser au client. Il y a aussi des clients, notamment des groupes qui ont affaire à une gestion de portefeuille de marque. Eux, ils ont souvent un modèle de plateforme et ils imposent à chacune des marques de leur portefeuille d'utiliser le même modèle. Le but étant de s'assurer d'une bonne différenciation des marques du portefeuille, qu'elles ne se cannibalisent pas. Donc, il y a une harmonisation. Donc, parfois, le client impose aussi son outil. Et ce qui est marrant, c'est de voir que les outils en question sont souvent un petit peu customisés. Donc, j'ai le souvenir d'une marque qui fait des jus de fruits et qui a plusieurs marques de jus de fruits. Et leur plateforme s'appelle la brand Apple, donc c'est une pomme. Et donc, la marque se qualifie. Donc, il y a le cœur de la pomme. Ils n'ont pas dit trognon, hein, ils ont dit cœur. Il y a les pépins, il y a la chair, il y a la peau. Enfin, ils ont vraiment utilisé la métaphore du fruit pour décrire la marque. Et les contenus vont, au final, se superposer un petit peu avec les choses qu'on a vues. D'accord. Et une fois qu'on a tous ces éléments qui sont définis, dire que ça se matérialise comment? Tu as montré une vidéo qui me parle de ça, mais ça veut dire que ça se matérialise sous forme d'un document aussi qui reprend en fait. Qu'on appelle un brand book ou un livre de marque. Alors le contenu d'un brand book, ça va être très très customisé au client en fonction de ses besoins, ses moyens aussi, parce qu'on peut faire quelque chose de très synthétique, très court comme très long, très extensif. Et ce support, ce document va être communiqué à toutes les personnes qui sont amenées à œuvrer dans le contexte de la marque. Donc si vous, par exemple, vous brieferez un prestataire, pensez à lui donner votre plateforme de marque, parce qu'en fait, votre prestataire, en travaillant pour vous, il va contribuer à développer votre incarnation. Il faut qu'il puisse rentrer dans la peau de votre personnage de marque, et donc il faut lui donner la plateforme. Moi, souvent, j'ai quelqu'un qui viennent me missionner, et je leur dis, mais est-ce que je peux avoir la plateforme de marque? Ils ne pensent pas à me la donner, alors que c'est un outil super important. C'est important pour tous les gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise, pour aligner la culture entreprise et les objectifs, et que tout le monde soit vraiment dans le même mindset et soit amené à prendre les bonnes décisions pour que la marque soit de plus en plus cohérente, de plus en plus fidèle à son intention. Par exemple, au moment du tournoi de Roland-Garros, il y a des centaines d'hôtes et d'hôtesses qui sont embauchés. Et la plateforme de marque leur est remise par l'entreprise qui les emploie, leur est remis pour qu'ils sachent comment se comporter en tant que hôte ou hôtesse de la marque et qu'ils comprennent à quelle expérience en fait ils contribuent. Donc le public peut être très très large. Okay. Et parfois, il y a des marques qui vont afficher certains éléments de la plateforme sur leur site internet, dans l'onglet qui nous sommes, ou notre vision, notre philosophie. Vous allez retrouver des notions qui renvoient à la mission, par exemple, ou aux valeurs de la maison. Okay. Et ça peut se faire, parce qu'on a ce document, on a cette vidéo, et après, il faut diffuser, il faut faire peut-être de la formation, je ne sais pas si... Après, il y a différents formats. Oui, ça va dépendre vraiment des entreprises. Parfois, faire des ateliers pour que toutes les équipes s'approprient la chose. Parfois, c'est effectivement une grand-messe avec un film, on fait le reveal. Parfois, on remet des petits documents qu'on appelle des passeports de marque. Donc, on devient un peu un citoyen de la marque quand on a le passeport de marque. Et puis surtout, en fait, la plateforme, après, elle va se communiquer, non pas en tant que telle, mais par le saut créatif qui est réalisé. C'est-à-dire que la plateforme, vous n'allez pas la voir, vous allez voir tout ce qui a été fait à partir de la plateforme. Par exemple, le choix du nom. Je ne sais pas si c'était le moment de passer à la suite. on va prendre. Je ne sais pas s'il y a des questions des participants. Donc, on va continuer la présentation. Ouais. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On pourra y répondre en fin de présentation. Et puis après, moi, j'ai aussi d'autres questions, mais je vais te laisser continuer. Alors, l'étape suivante, c'est de donner un nom à sa marque. Alors ça, c'est souvent super complexe parce qu'un nom, il y a beaucoup de j'aime pas. Dans les entreprises, souvent, les gens ne réalisent pas qu'il y a des marques qui ont des noms affreux qui marchent super bien, quoi. En soi, par exemple, Carrefour, c'est joli. Est-ce que c'est joli, Carrefour? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens, on leur proposerait Carrefour comme nom de marque, ils diraient c'est un peu moche. Mais ça ne dérange personne, en fait, parce que ça fait du sens. Voilà, c'est au Carrefour, entre la route truc et la route machin, il y a un endroit hyper accessible où je peux acheter plein de trucs.
Donc, en fait, le nom de la marque, il fait souvent débat déjà pour des questions de goût, de sensibilité. Il faut parfois se faire à un nom pendant un moment pour commencer à plus demander si on l'aime ou si on l'aime pas. Il est censé être porteur d'énormément de choses. Hein. En fait, c'est la réduction de tout ce qu'on a vu en un mot. C'est beaucoup de job pour un seul mot. De préférence, un mot pas trop long, pas trop compliqué à prononcer, qui ne veut pas dire crotte de nez en espagnol. Ça a beaucoup de missions différentes, juste un nom. Donc ça, c'est un métier dans le métier, namer. Il y a des agences qui font que du naming. C'est pas nécessairement les mêmes personnes qui vont travailler sur la plateforme de marque et sur le naming. Ça peut être le cas. Mais là, on va souvent y chercher des spécialistes parce qu'en plus, il y a toute une dimension légale. Aujourd'hui, trouver une marque qui n'a pas été déposée, c'est chaud. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des marques compliquées comme Another Stories. Parce que ça c'était pas pris. Donc, quand on ne veut pas racheter à prix d'or une marque qui a été déposée et qui en plus ne sert à personne, qui a juste été capitalisée par un malin, par quelqu'un un peu malin. Voilà, donc il y a toute une dimension légale. Il faut avoir un nom qui n'est pas déposé ou qui ne ressemble pas à un nom déposé dans un secteur. Une notion de classe aussi, voilà. Le secteur. Voilà, donc il y a, en fonction de votre offre, vous allez agir dans une classe. Et donc, votre nom peut être existant dans une autre classe ou dans un pays où vous n'avez pas déposé, mais dans la même classe et sur la même zone géographique, il faut que ça ne peut pas ressembler, même d'un peu loin. C'est-à-dire que si ça se prononce pareil, vous pouvez être attaqué. En fait, vous arriverez à déposer le nom, mais vous pouvez être attaqué. Donc voilà, tout le travail du naming, c'est un point très précis. Je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est presque un autre métier. Mais c'est super passionnant comme étape en fait dans un projet. Et puis ce naming, en fait, il est lui-même un peu un saut créatif. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément, par exemple, prendre la valeur centrale de la plateforme et en faire un nom. En fait, vous allez commencer autour de la plateforme à inventer un peu des histoires, à raconter des histoires, à faire référence à des univers. Par exemple, si je prends le monde des logiciels de sécurité pour informatique, des pare-feux et tout ça, ils ont souvent des symboles issus du monde de la guerre, hein, des boucliers, on est dans la défense du territoire. Et donc on voit comment on va aller chercher dans un univers qui n'a rien à voir en termes de métier, quoi, des symboles, des référents. On va choisir un nom qui évoque cette notion un peu de défenseur et ce monde un petit peu guerrier. Donc le naming, en fait, il est aussi, c'est un peu le premier élément de l'histoire qui va se créer et qui va se développer après, que ce soit à travers le logo, mais aussi tout le déploiement visuel de la marque. Donc ça, c'est l'étape d'après, c'est l'identité, c'est l'incarnation de la marque. C'est ce qu'on voit, et souvent les gens pensent que la marque, ça se résume à ça. Ils ne connaissent pas finalement tout ce que j'ai présenté avant. Et en fait, là, on va voir un petit peu, enfin, une sorte de tour de ce que c'est finalement que construire un système identitaire, sachant qu'un système identitaire va se construire autour d'un message essentiel. Le but, c'est qu'en ayant vu votre logo, votre mascotte, voilà, en ayant fait le tour, on va dire, des points de contact de votre marque, vous ayez compris ce message essentiel. Donc, on va commencer par le bloc marque. Alors, pourquoi on appelle ça bloc marque et pas logo ? Parce que le bloc marque, c'est la version un peu full option du logo. Donc, par exemple, dans ce bloc marque, vous allez avoir ce qu'on appelle le typogramme, donc la partie typographique du logo. Vous allez avoir un symbole et vous allez avoir, dans le cas présent, une baseline, une ligne de base, une signature qui va soit très basiquement expliquer ce que vous faites, Ikea, mobilier et décoration, ou une marque de mode va signer Paris. C'est déjà une façon de dire que c'est de la mode, et puis ça va donner un ancrage géographique. Parfois, ça peut commencer à ressembler à une sorte de claim, une sorte de slogan, là, agir ensemble, par exemple. Bien sûr, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir ces 3 éléments dans un bloc marque, on peut faire des choses plus simples. Et puis, par exemple, il y a des typologies en fait, de construction. Il y a des logos monogrammes, donc où on va retrouver en fait que les initiales de la marque. Il y a des logos typographiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symbole, c'est la typographie elle-même dans son dessin, dans la façon dont elle a été vraiment craftée, que finalement ça devient une image. Et puis il y a des logos symboles. Alors souvent en fait les marques disposent de plusieurs versions de leur logo, donc
ce YSL, c'est presque plus devenu un symbole que le logo de Saint-Laurent, hein, qui a perdu son père, son Yves, il y a quelques temps. Ou Lacoste, vous allez aussi bien voir le logo avec la typo en dessous que le symbole tout seul, mais clairement le symbole suffit à la marque. Ensuite, vers la tonalité. Alors, selon les marques, elles vont s'approprier une tonalité plus ou moins marquée, plus ou moins différenciante. Là, j'ai mis l'exemple de Monoprix. Je pense qu'on a tous souri devant les packaging Monoprix avec leur petite blague, leur petite anecdote, leur petit clin d'œil. Mais il y a d'autres marques, je pense à Michel Augustin ou une marque comme M&M's. Il y a une tonalité, une façon de parler, de s'exprimer qui est unique et qui va contribuer à l'expérience de la marque et à la différencier. Ensuite, il y a les couleurs. Donc là, par exemple, je montre un mauve. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut bien être? Oui, c'est Milka, bien sûr. Voilà, c'est Milka. Effectivement, le choix d'une couleur peut être pratiquement suffire en termes d'appropriation, surtout quand on choisit une couleur qui est un petit peu, qui fait un peu un pas de côté par rapport à la catégorie. Milka avait choisi pour symboliser la tendresse de son chocolat, atteinte grâce à une forte dose d'huile de palme. Les assets de désirabilité. Donc les marques vont se doter aussi d'un certain nombre d'atours de séduction pour un petit peu allécher le chaland. Donc là, je ne sais pas si tu reconnais un petit peu ce langage de désirabilité. Ouais, c'est Magnum. Ouais, c'est Magnum. C'est d'ailleurs le Magnum double gold caramel billionnaire. Je pense que là, on en a pour son argent. Alors, les éléments de structure. Donc la structure, en fait, c'est quelque chose qui va également être un outil graphique. Là, par exemple, cette structure-là, est-ce que ça te dit quelque chose? Oui. T'as deviné, c'est bonne maman. Donc sur les packaging aujourd'hui de gâteaux, etc., ils ont gardé cette bande avec ce motif un peu Vichy, qui évidemment, c'était la référence à la petite collerette sur le haut de la boîte du bocal de confiture, mais qui a un rôle hyper identitaire. Alors, autre élément de structure, là, il y a un piège parce qu'il y a deux marques en une. Donc, la réponse n'est pas Nike. Et c'est pas une marque de chaussures. Hein. Non. Là, en fait, c'est une collab entre Nike et... Ah là, je sèche. Sèche, vous savez. Lorraine, non? Une idée, Lorraine. En fait, quand je vais retourner à la chaussure, vous allez faire, mais oui, évidemment. C'est Kinder. Ah d'accord. Ah oui, ok. Donc ça, c'était une édition très très limitée qui a été faite pour l'anniversaire de la marque Kinder. Il y a Lidl aussi qui a cartonné avec ses... Totalement, mais Lidl les a vraiment vendus, on a fait beaucoup, on peut même les acheter de seconde main maintenant si on les veut vraiment. Ça, c'était vraiment très très limité. Mais on voit en fait que cette bande comme ça orange qui est en bas du packaging Kinder, oui. fait quand on l'exporte, limite on n'écrit pas Kinder, on peut peut-être le reconnaître. T'es peut-être pas assez gourmand, Yoann. Non. Alors le mood ou l'ambiance en français, en fait, notamment si on prend par exemple les marques de mode, en fait, si vous voyez une publicité, rien que par le choix du mannequin, sa pose, l'environnement dans lequel elle est, l'ambiance va déjà vous donner une indication. Donc là, par exemple, on est chez Desigual. Et puis ensuite, il y a les signes identitaires secondaires. Donc en dehors du logo, il y a plein de signes qui peuvent vous évoquer une marque. Alors ça, c'est très pratique parce que ça évite d'avoir à toujours remettre le logo, un peu le parasol Ricard, hein, qui écrit Ricard tout autour. Et notamment, les marques de luxe aiment bien avoir plein de codes identitaires secondaires parce que ça permet justement de bien préserver le logo, de le mettre qu'à des endroits bien précis. Et puis ensuite, de continuer l'encodage de la marque avec un relais d'autres symboles. Alors, dans ces symboles, il peut y avoir des mascottes qu'on va animer, qu'on va faire vivre, etc. Il peut y avoir des codes. Donc, par exemple, Chanel est une marque qui est bourrée de codes secondaires qui sont tous plus ou moins liés à un aspect de l'histoire de la marque. Alors, le plus connu, c'est le camélia. Donc ils ont même fait des produits de beauté à base de camélia, parce qu'évidemment, en cherchant bien, ils ont trouvé des propriétés cosmétiques au camélia, ça les a arrangés. Et puis voilà, c'est un symbole qu'on va beaucoup retrouver, mais chez Chanel, il y en a d'autres. Il y a la tête de lion, parce que Gabrielle Chanel, elle était lion, c'est un signe du zodiaque. On va trouver l'épi de blé, on va trouver la chaînette, on va trouver le matelassé. Enfin, chez Chanel, il y en a le bouton.
Enfin, il y en a plein, voilà. Ils en ont plein. Et en fait, si vous sortez par exemple d'un magasin de joaillerie Chanel, d'ailleurs, je crois qu'il y a une actualité récente qui montre que c'est pas un peu dangereux d'aller chez Chanel. Le sac, en fait, n'aura pas nécessairement le logo Chanel, mais juste une tête de lion embossée pour justement éviter d'attirer l'attention des gens sur votre sac à la sortie de la boutique. Mais quand on connaît la marque, on voit la tête de lion embossée, on sait que c'est Chanel. Donc c'est pour parler aux connaisseurs uniquement. Les patterns, donc des motifs de marque, alors ça c'est un intérêt connu, et il est tellement connu et tellement copié que Burberry en a fait un deuxième, je ne vous l'ai pas mis là, mais ils en ont un nouveau. Parce qu'en fait, c'était tellement banalisé celui-ci qu'ils ont été obligés de refaire un nouveau pattern et ils sont en train de l'installer en le mettant vraiment bien partout en ce moment. Et ça, typiquement, c'est un pattern qui a été pensé pour avoir soit identité au niveau de la marque, ou est-ce que c'était un pattern qu'ils avaient, qui s'est beaucoup vendu et qui a... Alors, je ne connais pas très précisément le début de l'histoire chez Burberry, mais en Écosse, tous les grands clans, toutes les familles avaient leur propre tartan. Donc ils tissaient des motifs particuliers pour faire leur jupe, par exemple. Chaque famille, chaque clan a son propre motif, ses propres rythmes en fait. C'est un peu un algorithme le truc. Et donc tel motif ou tel motif incarnait un clan. Moi j'ai fait mes études avec une fille qui venait de Glasgow et qui venait d'un clan. Et elle avait son propre tartan. Sa jupe était vraiment au tartan de son clan. Donc je pense que le tartan Burberry est probablement un héritage un peu héraldique en fait des origines de la marque. Donc voilà, il y a un certain nombre de marques qui ont des blasons héraldiques historiques. Alors il y en a un qui est assez marrant, le champagne Veuve Clicquot. Ils en ont un, mais ils l'utilisent pas beaucoup. En fait, il y a un ancêtre chez eux, donc c'est Veuve Clicquot Ponsardin, le vrai nom. Il y a eu du coup un personnage Ponsardin dans l'histoire, dans les ancêtres des créateurs de la marque, qui avait été anobli et qui avait du coup voulu se faire un blason. Et donc comme il s'appelait Ponsardin, il a fait un pont avec une sardine en dessous. Et donc ils ont un blason qui est un pont avec une sardine. Donc ça c'est aussi, enfin voilà, tout à l'heure j'ai parlé du marquage au fer chaud, de la signature en bas d'un tableau, du sceau pour cacheter une lettre. Mais en fait, les logos aujourd'hui sont beaucoup issus de l'héraldique. Par exemple, les chevrons, le lion de Peugeot, c'est le lion de Sochaux. C'est ça. Enfin, en gros, c'est le lion de la région d'où vient la marque, en fait. C'était dans le blason de la région, dans le drapeau de la région. Voilà. Alors, ça peut être aussi des choses plus subtiles, comme des textures ou des matières. Je pense qu'on a tous sur main une bouteille d'orangina, ça a une texture comme une peau d'orange. Et c'est vraiment un élément identitaire assez subtil, mais vraiment fort. Alors ça, je sais pas si ça va se déclencher... Je le fais pas, non. Il va falloir imaginer le son. Les signatures sonores, évidemment on connaît tous celui de la SNCF, je pourrais peut-être le tenter. Pas mal. Donc ça, il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui créent des signatures sonores, notamment pour ouvrir ou fermer un spot publicitaire. Ça permet d'attirer l'attention, ou on le fait vivre en magasin par exemple. Et là aussi, ça génère une émotion, ça génère exactement. quelque chose. Donc c'est une identité, mais non plus visuelle, sonore. Et également, il y a aussi les signatures, ce qu'on appelle le marketing sensoriel, donc les signatures olfactives. Donc si par exemple vous voulez que chez vous ça sente comme dans un magasin Hollister, et ben vous pouvez acheter ce produit-là. Donc en fait les magasins diffusent des parfums. Alors certaines marques en ont fait vraiment un élément fort de leur branding. Jusqu'à l'écœurement, c'est-à-dire qu'effectivement les magasins Hollister sont assez connus pour diffuser une odeur qui est supposée être inspirée par l'odeur de la mer et des plages californiennes. C'est assez présent, mais du coup en fait quand on sent cette odeur, ça sent Hollister quoi. Donc il y a un vrai travail sur la mémoire olfactive. Et puis ensuite, il va y avoir les assets de réassurance. Donc les marques vont disposer un certain nombre d'outils visuels, d'outils identitaires qui sont là pour créer la confiance, la rassurance. Un des plus connus, j'ai envie de dire, c'est le contrat de confiance Darty. Mais un autre exemple parmi des centaines que j'aurais pu mettre, chez Mondelez, ils ont créé un label qui s'appelle Cocoa Life.
qui est un label interne à Mondelez et que vous allez retrouver au dos d'un certain nombre de marques de Mondelez qui correspondent à des engagements que la marque s'est auto-édictés. Voilà, et donc tous ces éléments de rassurance, alors notamment dans le monde des produits de grande consommation, les produits alimentaires, c'est des choses qu'on voit beaucoup parce que les gens sont très inquiets en ce moment sur ce qu'ils mangent, peut-être à raison. T'as les écolabels aussi, t'as ces choses-là aussi, ça fait partie de... Oui, alors... Sachant que c'est pas une voilà, création de la marque. Non, c'est que les marques créent leurs propres éléments de rassurance. C'est l'autodéclaration. Voilà, exactement. Alors là, un petit exemple qui est fictif, hein, ça ne correspond pas forcément à la réalité, mais c'est pour montrer la façon dont ça fonctionne. Par exemple, sur la marque Vainé, Vainé a historiquement ce logo qui ressemble en fait à un gâteau, une brioche qui aurait gonflé au four comme ça et puis qui dégagerait plein d'arômes et de bonnes saveurs, c'est miam miam. Donc ça c'est le bloc marque de Vainé. La tonalité de Vainé, on l'a résumé par lancez-vous, c'est vraiment la marque qui va amener de l'empowerment, faites-vous confiance, lancez-vous dans une recette, vous allez y arriver, suivez votre imagination pour créer des nouveaux gâteaux, etc. Ils ont 2 couleurs identitaires qui sont Chocolate and Vanilla. L'asset de séduction principale, c'est le visuel du produit fini. C'est-à-dire que quand tu auras utilisé mes produits pour faire ta pâtisserie, tu auras une belle brioche comme ça. Donc c'est l'objectif et la mission accomplie, la réussite de la brioche qui a bien gonflé dans le four. C'est tada. La structure... donc c'est pas la vraie structure, ça c'était une proposition qu'on avait appelée C'est gonflé, en référence à l'ancien slogan de la marque Vainé C'est gonflé, qui était vraiment autour de cette forme de brioche bien généreuse. L'ambiance, là on a qualifié de genuine delight, donc c'est l'idée d'une gourmandise authentique. Voilà, donc quand on fait des shoots, quand on cherche à faire des photos des produits ou des produits finis pour la communication, ou on va essayer de recréer cette ambiance de gourmandise un peu authentique, un peu simple, naturelle, avec des textures, des jolies lumières douces. Voilà. Dans les symboles secondaires, en fait, il y a ce qu'on appelle les confettis, donc les petits éléments issus du logo qui peuvent être sortis du logo pour être utilisés comme un motif, un pattern. Et puis, en asset de rassurance, un socle comme ça, avec tous les éléments de rassurance du produit. On avait appelé le socle qualité, les fondations de qualité. Et tout ça, ça contribue à construire une seule et même idée, un seul et même concept qu'on avait qualifié The Rise of Imagination. Donc The Rise, c'est l'avènement, mais c'est aussi quelque chose qui monte, donc comme une brioche qui monte au four. Donc c'est votre imagination et votre fierté de pâtisser qui sont gonflées par la marque. Alors ensuite effectivement la marque, toute cette identité, toute cette expérience, qu'elle soit olfactive, qu'elle soit dans des gestes, qu'elle soit sonore, visuelle, etc. En fait les consommateurs vont l'apercevoir au travers des différents points de contact et de leur parcours d'expérience de la marque, donc l'UX, la user experience. Et ça c'est hyper important parce que finalement si on construit un truc super chiadé mais que dans la réalité de ce que vivent les clients ça ne se retransmet pas, ça ne sert strictement à rien. Et effectivement la marque elle va avoir plein de points de contact, plein de points de contact différents. Selon les marques, un point de contact peut prendre plus de place qu'un autre. Par exemple, si on prend le packaging, c'est une marque alimentaire, c'est votre premier point de contact. Donc tout va partir du packaging. Souvent même le logo d'une marque alimentaire est pensé d'abord sur le packaging. Par contre, si vous êtes un distributeur, ce sera sûrement l'enseigne du magasin. Par l'enseigne du magasin, vous allez penser votre logo. Donc ça va vraiment, les points de contact ne vont pas avoir la même importance en fonction de quel type de marque vous êtes. Donc vous allez avoir bien sûr le packaging, vous avez le design du produit lui-même dans sa conception. Même un produit alimentaire, il peut y avoir par exemple un goût particulier. Le goût de savane, par exemple, c'est pas le même goût qu'un gâteau de chez Bonne Maman. Évidemment, il y a tout ce qui est publicitaire, de la communication. Il y a tout ce qui est Client Relation Management, donc c'est la relation client. Donc par exemple, la carte de fidélité, si vous avez un programme de fidélité, vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des rewards, etc. Il y a aussi maintenant tout ce qui est réalité virtuelle, l'existence de la marque dans le digital, qui est évidemment une part
de plus en plus importante. L'aspect humain aussi, par exemple les vendeurs dans les magasins, la façon dont ils vous parlent, s'il y a un service client en ligne, tout ça, ça va jouer et ça va... Enfin, je pense que ça nous est tous arrivé de tomber sur un vendeur extraordinaire dans une boutique et ça nous a donné une image fabuleuse de la marque et le contraire également. Donc ça, c'est aussi un point de contact important. Le magasin dans son ensemble, qu'on parle de l'expérience visuelle du magasin, mais aussi de l'expérience d'usage. Il y a tout ce qui est shopping, tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est shopping en ligne. Bon, on peut trouver encore des points de contact supplémentaires, mais on voit qu'en fait tout ça ensuite va devoir se déployer sur tout un tas de points de contact qui doivent être tous cohérents les uns avec les autres. Donc moi en tant que consommateur, que je regarde le packaging, que je goûte le produit, que je vois le design du produit, que je sois dans le club de fidélité, que j'appelle un conseiller en ligne, que je rentre dans le magasin, il va falloir que je ressente une forme de cohérence en termes de qualité et en termes de narration. On a envie un petit peu d'aller de bonnes surprises en promesses tenues et qu'il y ait une espèce de cohérence. Voilà, ce qui serait dommage, c'est qu'à un moment donné, il y a une sorte de chute dans le parcours où l'histoire change, l'histoire n'est plus la même, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Tout ça, c'est des déceptions. Voilà. Donc tout ça, en fait, est drivé également par la marque au départ, autour de ce message essentiel de cette brand ID qui a été définie en amont. Et là, ça veut dire que là, on se base aussi sur une charte graphique. Quel est le lien entre charte graphique et... Oui, alors la charte graphique, elle va s'appliquer. Et d'ailleurs, dans une charte graphique, il y a ce qu'on appelle les applicatifs. Donc, en fait, il y a les outils de base dans la charte, les couleurs, les typographies, les symboles, etc. Et puis ensuite, il y a les applicatifs. Donc, on va montrer comment ça s'applique, par exemple, en publicité, comment ça s'applique en digital, comment ça s'applique sur un post sur les réseaux sociaux, etc., etc. Effectivement, il y a une dimension graphique, mais il y a aussi vraiment une description de l'expérience. Voilà. Donc, il y a des années, moi, j'ai travaillé sur l'expérience utilisateur de Roland Garros. Et on avait défini notre idée un petit peu centrale, c'était cette sensation, quand on va voir les matchs sur place, d'avoir cette sensation d'être en backstage. On est passé de l'autre côté de la télévision. Et donc, beaucoup de choses qu'on avait travaillées sur place, sur l'expérience du lieu, sur les services, sur l'identité visuelle, mais aussi sur les parcours, était travaillé pour conforter en fait cette sensation d'être en backstage, d'être un peu un privilégié, un VIP qui est passé de l'autre côté de la télévision. Alors un des points de contact très important pour beaucoup de marques, c'est le point de vente et c'est le packaging. Et ça, on voit que c'est parfois très 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 challenging, être un... Ouais, j'ai vu le ton qui est d'être un packaging... d'arriver à ressortir dans un environnement qui est très très concurrentiel. Je pense que le supermarché, c'est vraiment l'endroit où on se rend compte de la violence des rapports entre les marques et de l'importance d'une marque pour arriver à survivre en fait et à proposer son produit aux gens. Donc voilà, donc on voit que finalement, quand on va commencer à concevoir cette expérience, je ne vais pas rentrer du tout en détail, mais ça c'est le genre de schéma qu'on utilise pour se dire ok, ça va être quoi les différentes étapes du parcours de mon utilisateur pour qu'il arrive à choisir mon produit. Donc voilà. Clément, on a combien de temps encore? Parce que j'ai pas du tout. 1 minute. Ah, 1 minute, effectivement, on avait beaucoup de choses encore à montrer. Non, on avait une petite partie sur des concepts un petit peu particuliers autour de la marque. On peut passer vraiment en 2 secondes. On parle de consumer brand ou de corporate brand, c'est-à-dire des marques qui parlent aux consommateurs ou des marques qui qualifient l'entreprise et qui va parler plutôt aux institutionnels, aux salariés, etc. On parle de marques monolithiques ou de marques vernaculaires. Un magasin Apple, partout dans le monde, c'est exactement les mêmes produits, le même genre de vendeur, habillé pareil, le parcours est le même, les services sont les mêmes. McDonald's, c'est marque vernaculaire. Selon les pays, elles changent. Par exemple, le fond du logo vert, c'est uniquement la France. Et même au niveau des produits en eux-mêmes, ils adaptent adaptent les recettes au goût du public. Le fait d'avoir des marques de niche ou des marques mainstream, donc des marques qui s'adressent qu'à une cible particulière ou qui s'adressent au plus grand nombre. Les marques nationales versus les marques de distributeurs versus les marques propres qui sont des marques de distributeurs ne portant pas le nom du distributeur mais qui se comportent comme des marques nationales. Et puis plein de notions telles que les architectures de marques, c'est-à-dire que par exemple il y a des marques mères, Danone peut être une marque mère,
des marques ombrelles. Donc ce sont des marques qui sont créées pour chapeauter en fait des portefeuilles de marques existantes, comme par exemple à une époque EADS qui avait été créé pour chapeauter Eurocopter, Airbus et d'autres services. Et puis des marques filles comme Danonino, qui est une marque fille de Danone. Voilà. Ces marques, elles vont donc s'inscrire dans des architectures, ça là je vais la passer, qui peuvent être très libres, où les marques n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Fédérées, ça veut dire qu'elles vont se ressembler, et en voyant la marque, je sais que les deux marques en fait appartiennent au même écosystème. Ou endossées, par exemple, panier de Yoplait, il y a Yoplait dans panier de Yoplait. La marque est directement reliée à sa marque mère. Voilà, donc il y a tout un tas de concepts qui rentrent en compte dans la construction de la marque, parce que c'est assez fréquent quand on construit une marque, elle ne vit pas toute seule, elle vit dans une architecture de marque, et il faut penser cette architecture aussi pour que les marques ne se chevauchent pas et ne laissent pas non plus des trous dans la réponse au marché. Donc voilà, tout ça c'est encore une partie qui est à prendre en compte quand on développe une marque. Petit exemple d'architecture de marque dans son évolution, où on voit progressivement Airbus qui prend le dessus, et maintenant il n'y a plus que Airbus. Donc voilà. Et puis pour finir, des notions de marque discount, marque low cost, marque mastige, marque premium, marque de luxe, qui sont des notions de niveau de marché. Et c'est des marques qu'on ne conçoit pas de la même manière. Il y a des écosystèmes spécifiques à chacun de ces modèles de marque. Donc voilà, il y a toute une science encore dont je n'ai pas le temps de vous parler. Et puis je pourrais terminer par un dernier point qui est le personal branding. Parce que aujourd'hui, je pense que vous avez peut-être entendu parler de ce terme, mais toutes les théories qui ont été pensées sur la marque, les gens se les auto-appliquent. Vous êtes une marque, votre profil LinkedIn par exemple, c'est votre vitrine. Et puis pour que les gens comprennent qui vous êtes, quelle est votre valeur ajoutée, qu'est-ce qui vous différencie des autres, vous allez vous travailler exactement comme le ferait une marque. Donc les marques sont partout, vous êtes même devenu une marque. Merci Juliette. Bon, en tout cas, on vous invite tous à aller voir le compte LinkedIn de Juliette pour voir si elle a bien travaillé sa personal branding. Voilà. Après, il y a notre expérience professionnelle, tout ça en fait. C'est vrai comme une marque, c'est-à-dire qu'on crée une marque qui a son histoire et donc on la met en avant à travers des images, des textes, etc. Merci beaucoup Juliette. J'avais quelques questions, mais c'est plus des remarques en fait par rapport à ta présentation. Il y a une question, on va prendre juste après. Non, on va la prendre maintenant, puis ensuite je terminerai avec mon petit. J'ai 4 questions. 4 questions. Est-ce que la baseline peut reprendre de façon très courte ou synthétique le slogan? Alors, déjà, il faut savoir la différence entre une baseline et un slogan. Il y a des marques qui n'ont qu'un truc qui est une signature ou une baseline. Parce que signature, baseline, on va dire, c'est généralement utilisé plus ou moins pour définir la même chose, mais si on peut y trouver des nuances. Puis de l'autre côté, le slogan. Alors, il y a des gens qui n'ont qu'un slogan, ou qu'une baseline, ou les deux. Donc, ça c'est vraiment en fait une question de besoin, en fonction de ce qu'on a besoin de dire. Donc en général, la baseline va vraiment avoir elle vit vraiment juste à côté de la marque, donc elle va avoir besoin de qualifier la marque. Si on a une marque qui est très très connue, en fait on n'a pas besoin de dire Nike, vêtements de sport ou chaussures de sport. En fait les gens le savent déjà. Donc on va utiliser la baseline pour dire autre chose. Et donc effectivement chez Nike, la baseline c'est plutôt un slogan. Just do it. Donc le slogan, il est vraiment, c'est l'injonction. On dit aux consommateurs quoi faire. On s'adresse à eux, on leur propose, choisissez-moi, entrez chez nous. Souvent le slogan, il a une dimension comme ça où on va un petit peu chercher le consommateur. Et en fonction de la marque, des enjeux de la marque, de ce qui est vraiment connu, on va utiliser cette place qui est juste sous le logo, soit pour vraiment décrire l'offre. Par exemple, Ikea a longtemps quand même utilisé cette place, mais très très basique, parce que les gens pensaient que c'était que du mobilier. Donc, ils faisaient exprès d'écrire mobilier, luminaire, décoration, pour que ça rentre dans la tête des gens qui faisaient aussi de la décoration. Et puis, il y a des marques qui n'ont plus besoin de dire ce qu'elles sont, et qui vont par exemple mettre en avant leur plus produit, leur avantage. Pour que les gens comprennent bien pourquoi il faut les choisir. Et puis parfois, ça va être juste une injonction, comme le fameux Just Do It, qui est à la fois signature, slogan, qui remplace parfois la marque même. On écrit Just Do It sans le logo, on sait qui parle. Donc
Donc c'est des outils qu'on peut utiliser un peu chacun à sa manière en fonction de ses enjeux. Merci. Est-ce qu'il y a nécessairement un renouvellement de l'image de marque dès lors que l'offre de produits évolue? Et est-il judicieux d'adapter cette identité suivant les différents marchés? Ça dépend déjà d'où on part. C'est-à-dire que si on était, par exemple, au début, on faisait des confitures et qu'on a tout construit vraiment autour de l'imaginaire confiturier et qu'on se met à se développer sur d'autres produits, effectivement, naturellement, on pourrait se dire zut, je suis coincée parce que tout mon dispositif d'identité était prévu pour quelque chose de beaucoup plus restreint. Et alors voilà, vous voyez ma référence, on voit bien qu'eux ne se sont pas encombrés de se dire que leurs outils n'étaient plus adaptés. Au contraire, ils en ont fait une force de différenciation. Et quand on va au rayon des gâteaux ou des compotes, on sait qu'on va retrouver vraiment tout le plaisir et toute la promesse, toute la gourmandise d'une confiture, mais en gâteau, en compote, etc. Donc c'est vraiment du cas par cas. Mais effectivement, dans certains cas, quand les marques n'ont pas forcément des grands moyens de communication et les moyens de faire de la grande publicité et de faire savoir qu'ils sont en train d'étendre leur offre, qu'on les connaissait pour de la banque, mais maintenant ils font de l'assurance ou ça peut être n'importe quoi, ils ont comme stretching et comme extension. Quand effectivement on n'a pas des grands moyens de communication, parfois il faut revoir des éléments d'identité plus précis pour que les gens se rendent compte que les choses ont changé. Voilà, je ne sais pas si j'ai un exemple en tête. Je pense à c'est Total, je crois, qui a vraiment refait son identité récemment. Total Énergie. Pour Total énergie au pluriel, pour faire comprendre que c'est plus juste des stations-service et de l'essence, mais des énergies en général. Et du coup, le changement de logo, ils n'ont pas cherché à faire quelque chose qui maintenait, on va dire, une certaine sécurité, qui rassurait le public parce que ça changeait pas trop. Au contraire, eux, ils avaient besoin de dire « Regardez, on a changé ». Donc, ils ont beaucoup changé leur logo. C'était en soi, le niveau de changement était un message. Voilà. Donc, dans ces cas-là, c'est nécessaire. Et ça, c'est... Oui, il y a une pression extérieure. Il y a qui attend une démonstration de changement. Et à ce moment-là, le niveau de changement qu'on va opérer peut avoir un rôle symbolique en lui-même. Sinon, en général, quand c'est pas des situations comme ça où on est entre guillemets en situation de crise, on va plutôt avoir tendance à y aller très très doucement sur les évolutions. Et les entreprises qui en ont les moyens préfèrent faire des tout petits changements presque tous les ans plutôt que de faire des grandes révolutions très dangereuses, très risquées tous les 5 ou 10 ans. Mais il faut avoir les moyens de refaire sa charte constamment, quoi. Voilà. C'est une question aussi de sous. Tout simplement. Merci. Une petite dernière. Quels sont les graphic design trends pour composer une nouvelle marque en 2022? Waouh. Alors, déjà, ça va dépendre des catégories, mais si je devais dire les choses un peu générales, le côté digital compatible. En fait, en digital, plus les marques sont simples, mieux elles fonctionnent. Et on voit que ça influence beaucoup les identités, d'avoir quelque chose qui est directement adapté à la vie en digital. Donc, c'est des marques qui n'ont pas 50 000 effets, qui sont assez flat, qui parfois aussi surfent sur des possibilités du digital, comme le polymorphisme. Ça, c'est le level au-dessus. La marque qui se permet de devenir polymorphe, Pepsi l'a fait, par exemple. C'est compliqué. C'est un luxe, on va dire, de pouvoir faire ça. Donc il y a déjà l'influence effectivement du digital qui nous amène vers beaucoup de simplicité, globalement. Ce qu'on voit aussi, c'est d'aller vers... ce qui n'est pas très à la mode, c'est les architectures de marque profondes. C'est-à-dire d'arriver sur un truc où il y a écrit Danone, Danonino, Juicy Fruity Mix. Les gens aujourd'hui préfèrent une marque qui a une promesse simple et claire plutôt que d'avoir une espèce de cascade de marques mères et de marques filles qui nous rappellent un peu constamment qu'on n'est pas face à une petite maison qui fait des yaourts, mais face à une espèce d'énorme groupe avec un portefeuille de marques et toute une gestion qui paraît pas très sincère. Donc on va aussi dans la simplicité, dans la manière de structurer les architectures de marque.
Il y a aussi des marques, lait de vache, c'est par exemple, c'est Danone, il me semble. Oui, alors ils ont des marques qui n'apparaissent même pas, ouais, effectivement, parce que c'est des marques qui leur permettent d'aller chercher des territoires différents sans diluer l'image de leur propre marque. Donc ça, c'est des stratégies dans la question parfois de créer une nouvelle marque ou de s'appuyer sur des marques qu'on possède déjà. Ils se posent des stratégies de ce genre. On a terminé sur la question. Okay, super. Merci pour ces questions déjà, ça a permis aussi de voir aussi d'autres aspects. Merci Juliette. Donc moi ce que je retiens, c'est une marque, c'est quelque chose qui a du sens, qui se construit. Donc il y a un travail à faire, il y a des outils qui existent, il y a quand même une expertise de ça, même si on peut partir d'éléments concrets, d'une histoire. On travaille beaucoup avec des startups ou des étudiants entrepreneurs, donc ils commencent tout juste à construire ils ont quelques éléments d'histoire, mais du coup, nous, on est là pour les accompagner à construire justement leur marque. Alors après, nous, on s'appuie sur des experts comme toi pour ça. Et puis, c'est une marque, c'est quelque chose d'unique qui doit se différencier des autres. Et donc, il faut montrer qu'on est unique. Et comme sur notre profil LinkedIn, montrer qu'on est la personne qu'il vous faut pour travailler chez vous. Merci beaucoup Juliette. Donc la vidéo sera disponible dès demain sur notre chaîne YouTube. Merci donc à Lorraine pour les questions et Clément aussi pour la régie. Et puis je vous dis à la rentrée avec notre nouveau programme de conférences. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée.